Parfois, on a l'impression que la bataille aérienne entre la Russie et l'Ukraine s'est transformée en une série de frappes de représailles. La Russie lance ses drones et ses missiles, ciblant les villes et les infrastructures de l'Ukraine, tout en tuant inévitablement certains civils ukrainiens. L'Ukraine répond avec ses drones et parfois des missiles, ciblant surtout des actifs militaires russes clés. Plus ça change, plus c'est la même chose. Et le 26 novembre, la nouvelle est tombée que l'Ukraine avait porté un nouveau coup puissant à la Russie en réponse à l'un des raids russes. Celle-ci était de taille. L'Ukraine a paralysé l'arsenal de Vladimir Poutine lors d'une frappe massive de représailles. Selon Euromaidan Press, cette frappe a été menée contre une usine de drones et de missiles située à Cheboksary, dans la République de Tchouvachie, en Russie. Ce n'est pas une région frontalière que l'Ukraine peut facilement cibler. L'installation se trouve à environ 1000 km, soit un peu plus de 620 miles de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Avec une telle distance à parcourir pour ses drones, l'Ukraine doit planifier et exécuter parfaitement pour atteindre sa cible. C'est ce qu'a fait l'Ukraine en visant l'usine VNIIR Progress à Cheboksary, responsable de la construction. Système mondial de navigation par satellite, système mondial de navigation par satellite. Des récepteurs utilisés dans de nombreuses armes que la Russie emploie contre l'Ukraine depuis le début du conflit. Les missiles et drones russes utilisent un de ces récepteurs et antennes fabriqués ici pour recevoir les signaux Global Positioning System, Global Naya, Navigationaya, Sputnikovaya Systema et Galileo. La frappe ukrainienne a aussi ciblé une usine fabriquant le module de navigation Kometa, utilisé dans diverses armes russes. Quelles armes ? Nous vous le dirons dans un instant. Il faut d'abord confirmer qu'il ne s'agit pas d'une frappe supposée. L'Ukraine a révélé publiquement ses actions à Cheboksary via la chaîne Telegram des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes. Dans la nuit du 26 novembre, les opérateurs du premier centre SBS, issus du 14e régiment séparé de drones des forces des systèmes sans pilote, sont intervenus, en coopération avec les forces de défense. Ils ont frappé l'entreprise VNIIR Progress, à Cheboksary, Tchouvachie, Russie, ont indiqué les forces des systèmes sans pilote, soulignant les résultats concrets obtenus par leurs drones. Après la frappe, des explosions et un incendie ont été signalés dans l'usine. Les forces ont précisé les conséquences des dégâts, avant de conclure. Les forces des systèmes sans pilote réduisent constamment la capacité de l'ennemi à poursuivre son agression contre l'Ukraine. Et réduire est le mot juste. Ce que l'Ukraine vient de détruire est bien plus vital pour la machine de guerre de Poutine qu'il n'y paraît au premier abord. Les récepteurs système mondial de navigation par satellite actuellement détruits dans l'usine VNIIR Progress équipent de nombreux missiles et drones russes, dont les drones Shahed et les missiles de croisière Calibre, utilisés massivement contre les villes ukrainiennes. D'autres armes russes dépendent aussi de ces récepteurs. Les missiles Iskander-M, KH-69 et S-8000 Banderole les utilisent également, tout comme les drones russes Fourpost et Orlandix. Tu te rappelles des modules Kometa évoqués tout à l'heure ? Ces modules, résistants à la guerre électronique, sont installés simultanément au récepteur système mondial de navigation par satellite. L'Ukraine vient d'effectuer l'une de ces frappes les plus ingénieuses de la guerre. Détruire directement missiles et drones russes est voué à l'échec. La Russie fabrique maintenant jusqu'à 2700 drones Shahed par mois probablement dans plusieurs sites. Les statistiques sur la production de missiles sont difficiles à obtenir. Mais la Russie protégera sûrement ses installations, avec tous les systèmes de défense aérienne disponibles. Au lieu de viser de grandes cibles, l'Ukraine a opté pour une autre stratégie, la seule chose dont tous ces projectiles ont besoin pour atteindre leur cible. Les systèmes de navigation des missiles et des drones russes ont été détruits, et il faudra du temps au pays pour relancer la production. Sans ces systèmes, la Russie ne peut produire plus de projectiles, nécessaires pour maintenir sa stratégie aérienne en Ukraine. Elle peut toujours fabriquer les coques des missiles et des drones. Elle peut même charger ses projectiles avec des ogives, mais elle ne peut rien en faire. Lorsque les systèmes qui indiquent à ses armes où elles doivent aller sont introuvables. Ce serait déjà impressionnant si la destruction partielle d'une des principales usines russes était le seul exploit de l'Ukraine dans la nuit du 26 novembre. Mais ce n'est pas le cas, il y a plus. Selon RBC Ukraine, les drones ukrainiens ont détruit plusieurs cibles russes en Ukraine, occupées lors de la frappe contre les installations Shahed et Calibre. Il y avait notamment un poste de commandement de la 58e armée interarmes russe à Vassilivka, dans la Zaporijia occupée. À Mariupol, l'Ukraine a détruit un système de missiles anti-aériens M1, ouvrant potentiellement un corridor aérien pour de futures frappes de drones. Un drone ukrainien a aussi démantelé un rassemblement de troupes près de Pokrovsk.
À Donetsk, l'Ukraine a détruit des dépôts de munitions à Kamianka et Usharotina. L'Ukraine était très active le 26 novembre, et elle ne cherchait pas seulement à infliger le plus de dégâts possible à la machine de guerre russe. Bien sûr, elle a réussi exactement cela. Si la frappe contre l'usine VNIR progresse, oblige la Russie à ralentir ses frappes de missiles et de drones, même si ce n'est que pour quelques jours, c'est crucial pour l'Ukraine. Les frappes sur les territoires occupés permettent à l'Ukraine de limiter les options offensives russes dans la région de Donetsk et de cibler les défenses russes. Tout cela est un travail important destiné à limiter l'impact de la progression lente et incessante de la Russie en Ukraine. Cependant, une autre force, aussi puissante que la volonté d'affaiblir l'offensive russe, a motivé la dernière frappe de l'Ukraine. Vengeance. L'Ukraine a assouvi cette vengeance de manière éclatante lors d'une frappe de drone qui semble être une réponse naturelle à une nouvelle attaque russe visant la capitale ukrainienne, Kiev. La veille de la frappe ukrainienne, le Guardian a indiqué que la Russie avait mené une attaque nocturne sur Kiev, faisant 7 morts et 21 blessés civils. Cette attaque a ajouté de nouveaux doutes, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, quant à l'idée que Poutine prenne au sérieux une nouvelle série de pourparlers de paix, négociés par les États-Unis à Abu Dhabi. La Russie prétend vouloir la paix, mais continue de tuer un maximum de civils ukrainiens, même durant les négociations. Au 31 juillet 2025, 13 883 civils ukrainiens sont morts en raison de l'approche brutale de la Russie dans son invasion, et 35 548 autres civils ont été blessés. Vous pouvez probablement ajouter plusieurs centaines de victimes à ces deux chiffres pour tenir compte des nombreuses autres pertes civiles causées par les drones et missiles russes, depuis près de 4 mois après la publication de ces chiffres par Statista. Pour revenir à la frappe sur Kiev, la Russie a lancé 22 missiles sur l'Ukraine, dont 4 de ces missiles hypersoniques, Kanzal, ainsi que 464 drones. La majorité de cette horde a ciblé Kiev et ses alentours. La Russie a même fait une victime célèbre, Vadim Toupchi, 65 ans musicien, acteur et décorateur. Le fils de Toupchi, Anton, a exprimé sa douleur sur les réseaux sociaux en déclarant « Je déteste le monde ». Cette déclaration résume la terreur que la Russie veut imposer en Ukraine. La vengeance devait être faite. En plus de tuer des civils, la frappe massive de la Russie du 25 novembre a également visé les sources d'énergie de la ville. C'étaient sans doute les principales cibles de Poutine, les civils n'étant que des dommages collatéraux dont il se moque depuis le début de son invasion. Reuters rapporte des perturbations de l'électricité et du chauffage près de Kiev, révélant la seconde raison de la frappe russe. Poutine veut que de nombreux civils ukrainiens subissent la douleur d'un hiver glacial sans lumière ni chauffage. Ce type de frappe a déjà été extrêmement efficace pour la Russie. Le 9 novembre, le Guardian a rapporté qu'une grande partie de l'Ukraine fait face à des coupures de courant généralisées, car les attaques répétées de missiles et de drones de la Russie ont réduit la capacité de production d'électricité du pays à pratiquement zéro. En Ukraine, des coupures de courant pouvant durer 16 heures par jour sont désormais fréquentes. Les frappes de la Russie ont été si étendues qu'elles ont même visé des postes électriques dans des installations de production d'énergie nucléaire. C'est un jeu extrêmement dangereux, auquel Vladimir Poutine s'adonne. Il a été démontré que les missiles et drones russes ne sont pas toujours les plus précis au monde, surtout lorsqu'ils sont perturbés par les contre-mesures de guerre électronique de l'Ukraine. Chacune de ces armes, qui dévie de sa trajectoire, a le potentiel de provoquer une catastrophe nucléaire. Selon le ministre ukrainien Andriy Sobaïa, la Russie menace délibérément la sécurité nucléaire européenne. Nous demandons une réunion urgente du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour répondre à ces risques inacceptables, a déclaré Sibaya, alors qu'il appelait l'Agence internationale de l'énergie atomique à intervenir et à agir face aux frappes irresponsables de la Russie. L'agence de presse russe TASS ajoute qu'elle a évalué l'état des capacités de production d'électricité de l'Ukraine dans un rapport du 11 novembre. Les chiffres sont inexacts. L'Ukraine avait 56 gigawatts de capacité avant l'invasion de Poutine. Cela a diminué de 39 à 41 gigawatts, soit une réduction de 70%. L'Ukraine ne produit plus que 15 à 17 gigawatts d'électricité. Alors que l'Ukraine entame un hiver rigoureux, sa situation énergétique reste très précaire, avec une demande de 16 à 18 gigawatts. Vladimir Poutine avait tout prévu. L'Ukraine a aussi subi de lourds dégâts après les attaques russes sur ses installations gazières. De ce fait, le pays pourrait devoir se tourner vers les États-Unis pour répondre aux besoins de chauffage de ses citoyens.
Selon un rapport d'ABC News du 26 novembre, des frappes russes sur les installations gazières ukrainiennes obligeront le pays à importer 44 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires pour l'hiver. C'est du gaz que l'Ukraine produisait auparavant elle-même, et c'est aussi du gaz qui va drainer d'énormes sommes d'argent du fonds de guerre ukrainien. L'Ukraine n'a pas le choix, note ABC News. Les températures dans certaines maisons du pays peuvent courir descendre jusqu'à moins 20 degrés Celsius, soit moins 4 degrés Fahrenheit, au plus fort de l'hiver. Ce ne sont pas des conditions vivables. Partout en Ukraine, les familles se préparent à des temps encore plus difficiles à venir. Un hiver froid, où Vladimir Poutine cherche à finir son invasion en attaquant les réseaux et sources d'énergie ukrainiens. Le correspondant diplomatique de la British Broadcasting Corporation, James Landale, a écrit le 13 novembre. Les attaques russes contre l'énergie ukrainienne sont devenues plus intenses et féroces. Et grâce aux vagues de Shahids et de missiles que la Russie lance, elles sont aussi devenues plus efficaces que jamais. La dernière frappe de la Russie sur Kiev illustre la stratégie de Poutine pour endommager l'Ukraine au cours des prochains mois, ainsi que son insensibilité envers les habitants qui ne s'opposent pas activement aux forces d'occupation russes. Le dirigeant russe se moque du nombre d'Ukrainiens morts, que ce soit par explosion ou par froid, du moment qu'il obtient ce qu'il veut, le contrôle total de l'Ukraine. La frappe de l'Ukraine sur l'usine VNIR Progress montre sa stratégie de guerre à longue portée. Chaque fois que la Russie terrorise les Ukrainiens, l'Ukraine réplique en frappant des cibles militaires, affaiblissant ainsi la machine de guerre russe. Mais ne vous y trompez pas. La série de frappes menées par l'Ukraine dans la nuit du 26 novembre était une vengeance pour toutes les morts et destructions causées par la Russie la nuit précédente. L'Ukraine n'a pas eu à tuer de civils russes pour envoyer un message à Poutine. Les troupes russes affaiblies et ses usines incendiées le font pour elle. Cela nous conduit à la signification de l'attaque contre l'usine VNIR Progress pour la suite de la guerre. Pour l'instant, nous ne savons pas à quel point les dégâts causés à l'installation sont importants. Des explosions et incendies ont été signalés, mais cela ne veut pas dire que VNIR Progress est définitivement hors service. Même si l'usine ferme seulement quelques jours après l'attaque de l'Ukraine. Ce retard et la possible destruction des modules Cometa et des récepteurs système mondial de navigation par satellite touchent deux armes majeures de la Russie. Les missiles de croisière calibre et les drones de type Shahed. Les missiles, en général, ont toujours été une arme majeure pour la Russie dans ses tentatives à la fois de terroriser et de raser l'Ukraine. En 2025, la Russie a intensifié ses attaques de missiles à un niveau inédit depuis le début de la guerre. Le 1er novembre, le Moscow Times a annoncé qu'en octobre, les frappes de missiles russes sur l'Ukraine avaient atteint un record en 25 ans. La Russie a tiré 270 missiles sur l'Ukraine ce mois-ci, soit 46% de plus qu'en septembre. Encore une fois, tout cela vise à créer le chaos et à endommager les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Les missiles Kaliber, que l'Ukraine aurait interceptés, sont parmi les principaux auteurs de ces attaques massives. Selon Missile Threat, le Calibre est un missile de croisière à attaque terrestre dont la portée est estimée entre 1500 et 2500 km, soit entre 932 et 1553 miles. C'est une portée suffisante pour permettre à la Russie de frapper presque partout où elle le souhaite en Ukraine, surtout maintenant qu'elle occupe une grande partie de la région du Donbass. Tout ce que la Russie a à faire, c'est amener ses missiles Calibre dans les zones occupées de Donetsk et de Louhansk, et n'importe quel endroit en Ukraine devient une cible. Kiev l'a appris à ses dépens à de nombreuses reprises. Le missile russe est rapide grâce à son turboréacteur et frappe fort grâce à son ogive de 450 kg hautement explosive. Les missiles Calibre sont ce que l'Ukraine redoute le plus pour ses villes et infrastructures énergétiques. La frappe de représailles du 26 novembre pourrait entraîner une pénurie en Russie. Pas des missiles eux-mêmes, mais des systèmes de navigation qui leur permettent d'atteindre des endroits comme Kiev. Fait intéressant, cette récente diminution des capacités de calibre de la Russie intervient à un moment où l'Ukraine fait un travail assez efficace pour s'assurer que le moins possible de ses missiles atteignent leur cible. Ukraine Informe rapporte que selon Dmytro Pletinchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, la plupart des missiles de calibre russe échouent. En principe, rien ne change. Généralement, 8 missiles sur 10 manquent leur cible selon Pletinchuk. Et l'efficacité de l'utilisation de cette arme suscite des doutes depuis déjà un certain temps. Quant à la fréquence de leur utilisation, dans la plupart des cas, c'est 2 fois par mois, dans les 10 premiers jours et dans les 10 derniers jours. Cette prévisibilité pourrait jouer en faveur de l'Ukraine. Bien qu'elle ne puisse pas anticiper le jour précis où la Russie lancera des missiles Calibre, elle sait qu'ils viendront généralement pendant le premier et le troisième tiers du mois.
Cela permet à l'Ukraine de préparer sa défense aérienne, expliquant pourquoi 80% des missiles calibres échouent. Si l'Ukraine peut réduire le nombre de calibres que la Russie peut lancer, ainsi que d'autres missiles, grâce à ses frappes sur les installations qui fabriquent des composants de navigation, ce taux d'interception pourrait encore croître à mesure que l'Ukraine réduit le nombre de missiles russes. Cela ne signifie pas que la frappe sur l'usine VNIR Progress élimine totalement les missiles russes du ciel. Bien au contraire. C'est un progrès. L'Ukraine ciblant désormais les armes russes, déclarons-le à leur source, plutôt que lorsqu'elles sont déjà en vol. On pourrait en dire autant des drones russes, dont les Shahed, qui pourraient ne plus voler après la frappe ukrainienne du 26 novembre, bien que beaucoup moins puissants que les missiles. Les drones ont l'avantage d'être si bon marché à produire. La Russie peut envoyer des centaines d'engins en Ukraine quand elle veut causer des dégâts. L'attaque contre Kiev mentionnée plus tôt illustre bien cela. La Russie a envoyé environ 20 fois plus de drones que de missiles sur la capitale ukrainienne. La Russie a surtout submergé les défenses aériennes ukrainiennes par un volume massif en 2025. Sky News rapporte que la Russie a utilisé 303% de drones Shahed en plus contre l'Ukraine en 2025 par rapport à 2024. Gardez à l'esprit que l'article de Sky News a été publié le 4 novembre, ce qui signifie que les chiffres de 2025 ne tiennent pas compte des 2 derniers mois de l'année. Au total, cela représente 44 000 drones Shahed, ou des variantes du modèle Shahed que la Russie a lancé en 10 mois. L'Ukraine affronte 4 400 drones par mois, ce qui ne devrait surprendre personne. Les 464 drones lancés par la Russie sur Kiev le 25 novembre ne constituant pas un cas isolé. Ce volume est maintenant la norme, et pose de gros problèmes aux défenses aériennes ukrainiennes. Sky News souligne que le taux d'interception des Shahed en Ukraine est passé à 64% cette année contre 68% en 2024. ABC News va plus loin, en fournissant des chiffres complets pour le mois d'octobre. Le média rapporte que la Russie a lancé 5312 drones contre l'Ukraine ce mois-ci, pas tous des modèles Shahed. Cependant, l'Ukraine en a détruit moins de 80%. Le pays affichait un taux de réussite d'interception de 90% au début de 2025 et a enregistré un taux de 85% en août et en septembre. Conclusion simple, l'Ukraine peine de plus en plus à abattre les drones russes. Cela concerne moins les drones, que l'Ukraine affronte depuis longtemps. L'ampleur des récentes attaques de drones russes permet à l'Ukraine de détruire des centaines de Shaheds, mais d'être tout de même touchée par des dizaines. Qui ont réussi à passer ? La perte des systèmes de navigation de ces drones implique 2 options pour l'Ukraine. Soit la Russie les lance quand même, gaspillant ainsi argent et ressources sur des drones plus faciles à abattre, ou inefficaces. Ou la Russie retient ses frappes le temps de réparer ses usines, offrant à l'Ukraine un répit après des mois d'assaut massifs de drones. Dans les 2 cas, cela prouve pourquoi l'Ukraine a ciblé VNIR Progress. Avec un peu de chance, le pays pourrait bientôt avoir une nouvelle munition dans son arsenal. Cela permettra aussi à ses soldats de neutraliser immédiatement les drones First-Person View sur le champ de bataille. Cette munition procure aux fusils d'assaut la dispersion des fusils à pompe tout en gardant la précision, idéale contre les drones petits et agiles. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières frappes de l'Ukraine contre la Russie. Merci de votre attention.